je ne pensais pas aujourd'hui devoir revenir sur Omar Sy, mais je suis obligé, vu l'acharnement des fauves médiatiques concernant l'excellent Omar Sy. Donc je me suis décidé à refaire une petite vidéo pour soutenir Omar Sy. Il n'y a pas besoin de moi, rassurez-vous, je n'ai pas la tête qui enfle, il n'a pas besoin de mon soutien, mais simplement, symboliquement, par fraternité, par estime pour lui, je vais y revenir dans quelques instants. Parce qu'au départ, le but c'était de parler un petit peu du, excusez-moi du terme, du tapinage et du racolage des politiciens, surtout en période préélectorale. Ils sont un peu fous, ils sont un petit peu comme ces chats de gouttière qui passent de rendez-vous en rendez-vous, pataugeant dans leur pisse et dans leur urine pour essayer de rencarder quelques vieilles félines. Oui, les politicards et politiciens tapinent et racolent, le vieux métier du monde, me direz-vous, racolent en période préélectorale, ils sont un peu fous, comme ces poules à qui on a coupé la tête et qui caquettent ou qui essaient de gesticuler dans tous les sens. Je vais revenir à Omar Sy dans quelques instants, bien sûr. À ce sujet-là, d'ailleurs, Ronald Reagan, l'ancien président américain, le cow-boy raté et le président aussi un peu raté, c'est le moins qu'on puisse dire, disait à l'époque, je pensais, disait-il, que le trottoir, excusez-moi de la vulgarité, que le trottoir était le plus vieux métier du monde. Il ajoutait, Ronald Reagan, que non. Je me suis aperçu que le plus vieux métier du monde était le métier de politicien et de politicard. Étant devenu lui-même président, donc à la Maison-Blanche, je me suis demandé si la Maison-Blanche n'était pas finalement une maison de passe-passe, une espèce de maison close, et que tous les palais présidentiels, ou ceux qui y habitent, ceux qui y sont locataires, ne sont pas finalement, habitent aussi dans des maisons closes. Et par conséquent, et par conclusion, ces présidents sont-ils des victimes du trottoir politicien ou sont-ils des proxénètes? C'est une question. Bref, je reviendrai sur ce tapinage et racolage qui sont les deux ressorts sur lesquels, en période préélectorale, sont les deux ressorts sur lesquels s'appuient et rebondissent les politiciens et politiciennes. Je disais, l'affaire Omar Sy rebondit, les attaques sont basses et viles, bien évidemment. Omar Sy, du haut de son rire éclatant, explosif, les méprise de son mètre 90, de son mètre 95. Il les méprise d'un rire éclatant, un rire sonore, un véritable ouragan, un tsunami d'humanité qui jaillit de l'humanité de cet homme. Avant d'y arriver, je voulais aussi revenir sur les manifestants qui soutiennent la famille Traoré qui manifeste avec toujours Camélia Jordana qui, comme une espèce d'Angela Davis, ouvre la marche pacifiste évidemment, qui n'inclut pas toute la police dans la violence, comme disait récemment sur radio, sur télévision RT, Hugo Bernalicis disait qu'il y a une violence systémique de la police couverte, en tous les cas, par l'État, qui couvre les affaires et qui fait mine de faire des enquêtes. L'IGPN, on peut penser que parfois, eh bien, elle couvre, ou alors elle simule pour mieux dissimuler. Du moins, on peut s'interroger. La manif, donc, se déroule avec un chant, une chanson, celle de James Brown, Say It Loud, I'm Black and Proud. Un titre que James Brown a chanté, a produit en 1968, pendant qu'ici on faisait la petite révolution un peu bourgeoise, un peu prétentieuse ici en France. Eh bien lui était dans le dur, James Brown. Il savait que le racisme anti-noir et les violences policières existaient depuis très très longtemps. Et en 68, je vous rappelle qu'en 68, Martin Luther King est assassiné, Malcolm X est assassiné, et on peut penser que le FBI d'Edgar Hoover n'était pas innocent à ces assassinats. James Brown enregistre Say It Loud and Proud. Et comme il sait que le complexe devant le blanc commence très très jeune, eh bien il décide d'enregistrer ce titre avec une chorale d'enfants noirs. Parce qu'il sait que la frustration commence là, le racisme commence là, et le Black and Proud et le Black Power commence effectivement à besoin de pédagogie. C'est avec ce titre que James Brown va faire le tour du monde, ce fameux Say It Loud, I'm Black and Proud. Crie-le fort, je suis noir et j'en suis fier. C'est James Brown qui fait ça. James Brown connaissait le racisme, évidemment, depuis toujours, depuis sa Géorgie natale. Il a connu très très jeune les racismes, les violences policières, les maisons de correction, etc. La difficulté d'être noir dans ce pays. Et James Brown le dira plus clairement. Homme brillant, intelligent, fulgurant d'intelligence et de perception du monde, James Brown ajoutera en 1980, lorsqu'il sera arrêté dans une espèce de poursuite où il sera arrêté par la police avec violence, pour presque rien, James Brown aura cette phrase extraordinaire, il dira « Si j'avais été blanc,
avec la notoriété que j'ai, jamais on ne m'aurait arrêté. Jamais je n'aurais été en prison. On m'a arrêté parce que je suis noir. Et il dira cette phrase mémorable, digne des plus grands écrivains afro-américains et même des plus grands écrivains du monde. Il dira cette phrase, I never apologize to be a human being, qui veut dire je ne m'excuserai jamais d'être un être humain. I never apologize to be a human being. Phrase grandiose qui devra être écrite partout dans tous les frontons de nos établissements. Tellement cette phrase est profonde, digne des plus grands philosophes et des plus grands penseurs. Say it loud, yes, bien sûr, on peut aussi écrire say it loud, I'm black and proud. Bref, j'espère que, eh bien, Camélia Jordana peut-être enregistrera-t-elle ce titre-là, Say it loud, I'm black and proud. C'est ce qu'il chante d'ailleurs en début de cortège. Et à cet égard, d'ailleurs beaucoup de gens l'attaquent dans tous les domaines, hein, des villes attaquent aussi concernant Omar Sy, et j'y arrive, ces impôts qu'il ne déclarait pas en France. Quelle stupidité, quelle ignardise, quelle méconnaissance de la législation fiscale qui a cours aux États-Unis. Aux États-Unis, tu craches tes impôts aux États-Unis. En France, tu peux masquer l'affaire. Si tu as mis du pouvoir, tu peux faire de l'évasion fiscale. De l'évasion fiscale. Aux États-Unis, c'est quasiment impossible. Tu travailles aux États-Unis, tu payes aux États-Unis. Et comme Omar Sy respecte la loi, eh bien il paye ses impôts aux États-Unis. Et quand il est en France, il les paie en France. Donc là-dessus, Monsieur Olivier Marchal, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Votre acharnement, décidément, vous aveugle. D'ailleurs, en parlant d'évasion fiscale et de ceux qui ne payent pas leurs impôts en France, peut-être que les médias français pourraient balancer un peu plus, certains médias du moins. Notamment, prenons par exemple BFM TV, RMC, les grandes gueules, etc., dont les patrons, c'est une enquête du média, et c'est un livre aussi de Maxime Rénali qui dit que les patrons de BFM TV, eh bien, sont tout simplement des escrocs et arnaques en faisant de l'évasion fiscale. Et il semblerait, selon le livre du journaliste et avocat, je pense, conseiller financier Maxime Rénali, que Bercy le sait et laisse faire donc cette évasion fiscale de BFM TV et autres, évidemment. Et là-dessus, eh bien, les grandes gueules, vous savez, la vulgarité, les grandes gueules, ceux qui ne pensent qu'à une chose, c'est un peu manipuler l'opinion, mais surtout leur passion des grandes gueules, de mettre un peu, comment dirais-je, de la mettre bien profond dans l'oignon de l'opinion, de la mettre bien profond dans l'oignon de l'opinion. Mais les grandes gueules, par contre, sont précisément et particulièrement muettes quand il s'agit de parler de l'évasion fiscale ou du micmac et du trafic de leur patron BFM TV, RMC, etc., etc. Ça, c'est une chose. J'ai parlé de James Brown, j'ai parlé du défilé, de Camélia Jordana, du tapinage et du racolage de la politique sur lequel on va revenir évidemment. Je voulais vous parler brièvement d'un livre écrit par l'excellent Boris Cyrulnik, le très médiatique. Alors, dès que quelqu'un est médiatique, à mon sens, il devient suspect. Il devient un petit peu zarbi. Bref, Boris Cyrulnik a écrit un livre avec un clampin, une espèce d'idéologue anti-musulman, ce prétendant algérien qui ne cache pas sa détestation de l'islam. Il fait de l'islamophobie un peu rampante en disant que non, c'est pour la démocratie, la liberté d'expression qu'il parle. Je suis très surpris que Boris Cyrulnik s'associe à ce genre de gugus. J'estime que Boris Cyrulnik mérite je n'ai pas envie de dire la propagande, mais la visibilité énorme médiatique qu'il a. Mais je m'étonne quand même qu'il prête main forte et qu'il vienne un peu au secours d'un écrivain minable et pitoyable. Ceci dit, je reviens à Omar Sy. Omar Sy, il y a les attaques qui viennent de partout et visiblement Omar Sy résiste comme personne. Résiste avec gentillesse. Il rappelle que, eh bien si, le racisme il connaît, attrape, la difficulté il connaît, les bavures policières, il y en a vu, il y en a entendu, et quelle tristesse de dire bavure quand il s'agit de la mort d'un homme, de sa disparition. C'est pas qu'une bavure, c'est un drame. Omar Sy veut s'en rappeler, et s'il témoigne, c'est un peu pour tout ça aussi. C'est son immense humanité, c'est le souvenir aussi du quartier natal, qui restera toujours imprimé chez lui, parce qu'il est né en France, il est aussi français que certains. Et il y a plus de gars aujourd'hui qui ressemblent à Omar Sy, il y en a autant qui ressemblent à Omar Sy qu'aux grandes gueules ou qu'à Olivier Marchal. Il y a autant de filles qui ressemblent aux sœurs Traoré,
il y a autant de filles qui ressemblent à Camélia Jordana, qu'à Marlène Schiappa ou d'autres femmes. Et oui, les tendances sont en train de changer. C'est pas le grand remplacement, comme diraient certains fachos de service, et dans la fachosphère, non, c'est la marche du monde, qui est tout à fait normale, sans agressivité. On ne choisit pas de remplacer, on est dans le mouvement du monde, tout simplement. Je dis ça aux lapins crétins qui vomissent chaque jour sur le grand remplacement, et aux prétendus patriotes, intello et philosophes qui viennent nous donner des leçons d'humanité tous les jours. Omar Sy, donc, se tient toujours debout, gaillard, pour défendre ses convictions. Et encore une fois, face aux bassesses, aux slogans un peu racistes, anti-noirs, je pense que ce qu'on reproche à Omar Sy, c'est deux choses. C'est qu'il est noir et qu'il est libre aussi et indépendant. Ça doit en emmerder beaucoup, finalement. Il me fait penser un petit peu au propos de James Baldwin, l'écrivain américain, qui disait « C'est incroyable, on ne trouverait pas normal qu'un noir, qu'un afro-américain soit président, mais qu'un blanc puisse l'être. Alors que le blanc américain est là que depuis un siècle. Nous sommes là depuis 4 siècles et on ne trouverait pas normal qu'un président soit noir. » Il disait ça il y a quelques années. Il ajoutait aussi « Si j'ai fui les États-Unis, c'est parce qu'on m'aurait assassiné en tant que noir. J'ai préféré venir vivre en France. » Et il a vécu, James Baldwin, du côté de Saint-Paul-de-Vence. Je vous conseille un livre rapidement. C'est celui du journaliste afro-américain qui s'appelle Ta-Nehisi Coates, qui a écrit un livre qui s'appelle Colère noire. Et il dit toute la crainte, la véritable frousse de tous les parents américains de voir leur enfant assassiné par un policier blanc. Colère noire de Ta-Nehisi Coates, qui nous dit beaucoup de choses sur les États-Unis. Tous ceux qui attaquent bassement notre ami, notre frère en humanité, en ce que vous voulez, Omar Sy, eh bien, j'ai envie de dire que si il y avait plus de si, hein, avec des si comme Omar Sy, je pense que la France aurait une autre gueule, la fraternité, la liberté, l'égalité aurait une autre tranche et on vivrait peut-être vraiment, réellement, en confraternité. Donc plus de si en France, plus d'Omar Sy en France, bien évidemment. Omar Sy, à tous ceux qui vous attaquent avec des slogans bas, des slogans de ces penseurs, de ces philosophes, de ces journaleux à 2 balles, qui écrivent des slogans à 2 balles, des slogans qui sont juste dignes d'être des petits scénarios pour les blagues 40 bars, vous savez, ou des slogans qui vous attaquent en forme de slogans. Ces types-là sont justement à faire des pubs pour la bouffe pour chiens ou pour les litières pour chats et chiens. Vous n'en tenez pas compte, Omar Sy, vous avez 1000 fois raison, et continuez effectivement à leur répondre à ce qui est quasiment invincible, devant lequel on ne peut rien faire, c'est votre rire tonitruant, gargantuesque, rabelaisien. Et qui est plus français que vous avec votre rire rabelaisien et gargantuesque? Personne en France. Merci Omar Sy. Et n'oubliez pas, chers amis, de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et de la partager et éventuellement de vous abonner. Je vous remercie.